Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur l'aménagement de laboratoire, pardon, présenté par Harvey Corp. Je m'appelle Catherine Lune-Rollet, je suis animatrice d'événements d'affaires et ça me fait très plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie pour cette présentation. Et vous allez voir qu'on a un 45 minutes bien condensé. Nous ferons un tour d'horizon du sujet avec nos 5 invités. Et chacun des panélistes vous éclairera sur différents points touchant l'aménagement des laboratoires et évidemment les défis, enjeux qui y sont reliés. Et si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez les écrire directement dans l'espace de clavardage et on pourra les poser à la toute fin des présentations. C'est vraiment garder une période de questions à la toute fin des présentations et merci de m'indiquer à qui la question s'adresse. Alors, nous allons débuter avec Hugues Harvey, le président de Harvey Corp. Vous êtes un entrepreneur créatif au parcours atypique. Vous avez fondé votre première entreprise alors que vous n'aviez que 17 ans et vous détenez maintenant des installations de production d'hydroélectricité. Et depuis les 20 dernières années, vous êtes propriétaire immobilier dans les secteurs industriels, de laboratoires et de bureaux aussi. Et il y a quelques années, votre équipe a développé une grande expertise dans la conversion d'immeubles en espaces de laboratoire dédiés aux sciences de la vie. Alors, bonjour. Bonjour. Peut-être d'abord nous dire pourquoi vous avez souhaité faire ce webinaire. Écoutez, c'est sûr que le marché des sciences de la vie des laboratoires est un peu en effervescence. Donc, c'est un secteur qu'on entend parler là, beaucoup. C'est sûr que la pandémie l'a emmené à l'avant-plan. Mhm. Beaucoup de questions de la part de nos clients, de courtiers, d'entreprises de services. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché? C'est quoi les options pour la construction, les options de conversion? Donc, pour nous, l'occasion était de mettre tous les intervenants à la même place, puis de pouvoir répondre au maximum aux questions des gens. Effectivement, il y a beaucoup de détails auxquels il faut penser peut-être avant de se lancer. Et justement, c'est quoi les offres qui s'offrent aux entreprises qui cherchent à louer des espaces avec des laboratoires actuellement? Écoutez, c'est sûr que dans le marché, à l'heure actuelle, il y a quand même une rareté. Donc, des espaces de laboratoire, ce n'est pas si courant que ça. Les options sont toujours les mêmes, que peu importe ton type de projet quand tu as des besoins immobiliers. Donc, on parle de construction de nouveaux édifices ou de rénovation et de s'installer dans un édifice existant. Donc, c'est les deux principales options. Puis, par contre, les délais là-dedans deviennent un enjeu. Donc, les entreprises sont pour la plupart du temps des entreprises opérantes qui ont des besoins immédiats. Donc, les délais deviennent très importants. Ce qui fait que généralement, on se dirige vers la conversion d'édifices plutôt que de la construction neuve. Donc, généralement, je voudrais que la conversion est la solution là, la plus efficace qu'on a trouvée dans les dernières années. Oui, la meilleure option. Et donc, c'est quoi les critères pour sélectionner un immeuble à convertir? Écoutez, dans le fond, les critères sont sensiblement les mêmes à la base de la localisation. Donc, quelle localisation les clients souhaitent. Il y a différents pôles au niveau des sciences de la vie qui sont développés au travers des années. Donc, une concentration d'entreprises du secteur, une concentration de centres de recherche fédérales ou universitaires gouvernementaux, qui fait que les entreprises sont attirées là, par les bassins de main-d'œuvre dans certains secteurs. La localisation étant un des plus importants. Les questions relatives au zonage. Donc, activités ne peuvent pas se retrouver dans n'importe quel secteur. Donc, le zonage est une question importante. Par expérience aussi, le type d'édifice. Donc, le type d'édifice qu'on choisit de convertir. Par expérience, les immeubles industriels légers sont généralement les édifices les plus faciles et les plus adéquats là, à subir une conversion pour aller vers des édifices pour les sciences de la vie ou pour les laboratoires, de par leur configuration générale. Donc, la trame de ces bâtiments-là nous simplifie la vie. Donc, les hauteurs de plafond sont suffisantes pour pouvoir passer la mécanique. Donc, la hauteur de plafond, on a, sans être trop haut ni trop bas, là, disons qu'on a une hauteur adéquate entre 11 pieds et 16 pieds. Plus haut que ça, les coûts sont trop importants. Plus bas que ça, il faut passer la mécanique à l'extérieur. Au niveau du type d'édifice, donc du nombre d'étages, idéalement, les espaces qui sont les plus facilement convertissables en laboratoire sont les espaces qui sont situés immédiatement sous le toit. Donc, si on a des édifices avec un nombre d'étages trop important, donc disons 3, 4, 5 étages, les puits de ventilation verticaux vont prendre trop d'espace. Donc, à un moment donné, il va y avoir des espaces qui vont coûter extrêmement cher, d'autres moins chers à convertir. Donc, le nombre d'étages, idéalement, on cible des bâtiments qui vont avoir 2 ou 3 niveaux maximum pour la conversion. Le type de structure en acier, une trame assez espacée,
Une structure en acier aussi qui va nous permettre, qui est relativement accessible pour nous permettre de faire les modifications pour pouvoir installer les équipements de ventilation au toit. C'est souvent une question là, de la mécanique de ces édifices, des laboratoires de ces édifices-là est extrêmement complexe, extrêmement volumineuse, extrêmement lourde. Donc, je le mentionne souvent, les unités de ventilation qu'on installe au toit, essentiellement, c'est un autobus qu'on installe sur le toit d'un bâtiment, là, donc en termes de volume et de poids. Et les questions d'alimentation électrique, donc la disponibilité de l'énergie. On parle de plusieurs milliers d'ampères là, dans des bâtiments de 60 à 80 000 pieds carrés. On peut se ramasser avec des entrées électriques de 5 000 ou 6 000 ampères. Donc, les gens qui ont de l'expérience là-dedans vont voir que c'est extrêmement volumineux. Donc, c'est une très, très grande consommation électrique. Le réseau électrique ne peut pas nécessairement supporter ça partout. Donc, essentiellement, ça serait, je vous dirais, les critères principaux. Ben, merci beaucoup, Hugues. Visiblement, j'ai déjà une longue checklist à vérifier avant de me lancer dans le projet, mais c'est vraiment, je pense que des détails très, très pertinents. En fait, qui ne seront pas des détails, mais des points très pertinents. Alors, on poursuit maintenant avec Jérémy Kenemi, qui est le vice-président et fondateur de l'équipe canadienne des sciences de la vie chez CBRE. À titre de conseiller immobilier auprès de dirigeants d'entreprise, vous négociez des contrats de location et des ventes pour des bureaux et des laboratoires, et ça depuis plus de 20 ans. Peut-être pour commencer votre présentation, nous donner un aperçu de l'écosystème des laboratoires du Grand Montréal. À quoi ça ressemble? Avec plaisir, Catherine. Bonjour à tous. Il me fait un grand plaisir de participer à ce webinaire aujourd'hui. Allô tout le monde. L'écosystème est propulsé par plusieurs intervenants, incluant le capital de risque, les incubateurs, le développement économique, les prestataires de services, l'industrie pharmaceutique, les centres de recherche académiques et hospitaliers, ainsi que la communauté des chercheurs. Les entreprises en sciences de la vie fleurissent dans un environnement où ils peuvent se procurer du financement et le coaching dont ils ont besoin via des sociétés de capital de risque et des incubateurs. De plus, les entités de développement économique et les gouvernements offrent des programmes visant à faire avancer les entreprises sur la voie de la découverte. Les prestataires de services et l'industrie pharmaceutique jouent également un rôle clé dans l'optimisation du processus complexe de la découverte. Les entreprises des sciences de la vie s'associent parfois à des gros joueurs dans le monde du pharma qui sont toujours à la recherche de leur prochaine acquisition. Ils vont aussi parfois utiliser les services de sociétés de recherche contractuelles et de tests analytiques, deux exemples parmi bien d'autres. Finalement, il est primordial pour cet écosystème que les milieux académiques et hospitaliers favorisent la création de futurs talents dans le milieu de la recherche et qu'il attire des chercheurs de haut calibre à l'international. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des détails sur, il y a peut-être des endroits, des lieux à Montréal là, où ça se développe davantage? Avec plaisir. Il y a 5 zones principales dans le Grand Montréal, incluant le Hub 1, le Hub 2, le pôle Royalmount, la Cité de la Biotech et le centre-ville de Montréal à proximité des grandes universités et hôpitaux. Le Hub 1, situé dans le Technoparc Montréal, est un pôle d'innovation et de recherche qui est propulsé par Admaré Bioinnovation, l'ancien Néomed que vous connaissez, qui est un accélérateur d'entreprises. Ce pôle contient plus de 50 entreprises et 1500 chercheurs dans le domaine des SPTS. Le Hub 2, aussi connu sous le nom de Nexus 4013, est à l'intersection de l'autoroute transcanadienne et l'autoroute 13. Cette zone favorise non seulement le R&D, mais aussi les activités de production et la logistique dues à son zonage industriel. Au Hub 2, il y a plus de 150 000 pieds carrés à développer. Le Hub 2 est moins mature que le Hub 1 pour les SPTS, mais cette zone est présentement la plus convoitée pour les conversions de divers espaces en laboratoire. La zone Royalmount est une zone centrée autour du CNRC et le siège social de Pharmasciences. Le CNRC offre des espaces de laboratoire en location depuis les années 80. Plusieurs entreprises du CNRC font appel à nos services quand vient le temps de prendre de l'expansion. Et cette zone a été sélectionnée pour le nouveau Centre fédéral de fabrication de vaccins. La Cité de la Biotech à Laval a une grande concentration d'entreprises de sciences de la vie et de biotechnologie.
avec plus de 110 entreprises employant plus de 5 000 personnes et à l'intérieur d'un rayon de 3 km. L'INRS et le CQIB permettent à de nombreuses entreprises de croître au sein de cet écosystème depuis les années 80. Cette zone prend constamment de l'expansion et a suscité beaucoup d'intérêt depuis l'annonce de Moderna qui s'y installera en 2024. Parlons maintenant du centre-ville de Montréal. Une opportunité pour les premiers arrivants. C'est à notre avis la prochaine frontière. Deux facteurs majeurs pour les entreprises des sciences de la vie sont de trouver des laboratoires adéquats et d'embaucher des employés qui sont talentueux. Le centre-ville est un choix évident pour attirer les talents, mais avec le manque de laboratoires offerts sur le marché, la plupart des entreprises n'ont pas eu d'autre choix que de s'implanter ailleurs. Le centre-ville héberge 2 méga-hôpitaux, le CHUM et le CUSUM, ainsi que 5 grands centres de recherche, incluant l'Université McGill, l'Université Concordia, l'UQAM, l'Université de Montréal et l'ETS. Ces établissements assurent un nombre constant d'étudiants, de diplômés et d'employés dans le domaine des SVTS. Pratiquement tous les laboratoires du centre-ville sont pleins. Les jeunes entreprises biotechnologiques et les entreprises de recherche contractuelles veulent profiter de cet écosystème, mais n'ont nulle part où aller. Cette dynamique crée une opportunité unique pour un premier arrivant qui peut alors trouver un propriétaire qui saura fournir les installations dont il a besoin. Les sciences de la vie est l'industrie qui attire un grand nombre d'investissements en ce moment. L'univers récompense les audacieux. Le moment est venu pour quelqu'un de prendre la tête du marché des laboratoires du centre-ville de Montréal. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais me rappeler ça que l'univers célèbre les audacieux. Merci d'avoir dressé cette belle carte. Peut-être maintenant, cette première étape, lorsqu'on est à la recherche d'un local spécialisé pour les laboratoires, là, par quoi on doit débuter? La première étape, évidemment, est de contacter la meilleure équipe de conseillers immobiliers qui va vous aider avec l'analyse des besoins opérationnels et élaborer une stratégie pour l'acquisition du laboratoire idéal. Certains critères pris en compte sont l'usage et les activités prévues, les équipements spécialisés et le flux de travail. Ceux-ci vont impacter la superficie locative que vous avez besoin. Il y a plusieurs considérations techniques aussi, comme les changements d'air, la pression, le niveau de biosécurité et bien d'autres. Il est également important de considérer les ressources humaines existantes et futures, ce qui aura un rôle à jouer dans le choix de l'emplacement et du type d'immeuble sélectionné pour le projet. Comme vous voyez ici, le processus d'acquisition d'un laboratoire est très élaboré et peut facilement prendre entre 1 et jusqu'à des fois 2 ans, tout dépendant du niveau de complexité du projet. Je suis un courtier immobilier. Ce que je peux vous dire, c'est que le plus important est de commencer le processus le plus tôt possible. Et probablement actuellement encore plus en temps de pandémie. À quoi ressemblent les taux de location? Mais ce qui différencie les transactions des laboratoires versus celles des autres catégories d'immeubles, comme le bureau, l'industriel, etc., est en partie le coût des améliorations locatives. En banlieue, les taux de location varient entre 40 et 60 $ le pied carré par année, excluant l'électricité et le nettoyage. Et c'est là qu'on retrouve la plupart des laboratoires en location. Au centre-ville et alentour, l'offre est limitée et se trouve dans les hôpitaux et les milieux académiques. Par contre, quelques projets qui ne sont pas encore annoncés sont en cours présentement et nous pouvons nous attendre à des loyers significativement plus élevés que ce qui est offert présentement en banlieue. C'est intéressant de noter que les loyers pour les espaces de laboratoire à Montréal sont inférieurs à ceux de la plupart des autres grandes villes nord-américaines, ce qui motive beaucoup d'entreprises à s'y installer. Merci beaucoup, Jérémy, pour vos bons conseils. Nous allons maintenant passer à Dominique Briand. Bonjour, Dominique. Ça commence bien, j'ai oublié mon micro. Bonjour, Catherine.
Pas de problème, vous avez le temps d'ouvrir le micro pendant que je vous présente. Alors, vous êtes ingénieur diplômé de l'École de technologie supérieure de Montréal et entrepreneur. Vous avez fondé et dirigé 2 entreprises d'importance dans le domaine de la structure de bois massif et vous comptez plus de 15 ans d'expérience dans le monde de la construction. Depuis quelques années, vous êtes consultant à la direction de projets de construction d'envergure liés notamment au secteur des sciences de la vie. Alors, peut-être, allons dans le vif du sujet. Là. Quel est l'élément, selon vous, d'une gestion de projet efficace et particulièrement dans le domaine de l'aménagement de laboratoire? Bien, il y a plusieurs éléments clés pour réussir un projet de gestion de construction dans les laboratoires. La première chose à tenir en compte, c'est qu'un projet de laboratoire, ce n'est pas un projet de construction conventionnel. On ne construit pas un espace de vie ou un espace de travail, on construit aussi un outil de travail. Le projet qu'on va faire, c'est l'outil que les chercheurs vont utiliser. Il y a des petits détails de construction qui vont avoir un impact important sur la qualité du résultat des travaux de recherche qui sont faits dans ces laboratoires-là. Donc, on ne peut pas aborder ça de la même façon qu'on aborderait un autre projet de construction. Il faut planifier le projet différemment. Il y a des systèmes comme la ventilation, normalement, qui servent seulement au confort des usagers. Bien, dans le cas d'un projet de laboratoire, ça sert beaucoup au procédé, puis c'est le procédé qui va gouverner notre façon de concevoir la ventilation. À ça, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, comme des réseaux de gaz, des réseaux d'eau, la sécurité, l'énergie de secours, les UPS qu'on appelle. C'est toutes des choses qui sont reliées au procédé et qu'on doit concevoir puis fabriquer en construction. En tant que promoteur, pour réussir un projet comme ça, nous, on doit s'impliquer beaucoup plus dans le choix des produits, dans le choix des sous-traitants. On ne peut pas juste donner un contrat à un entrepreneur général puis une tape dans le dos, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est primordial pour nous d'avoir une équipe forte, une équipe qui comprend le travail des gens qui vont être dans les laboratoires, puis l'expérience de l'équipe dans la construction de laboratoire est importante. Là. Donc, nous, comme promoteurs, on va s'assurer de bien sélectionner nos architectes, nos ingénieurs, tous nos intervenants, notre entrepreneur général, puis on va même nous-mêmes choisir les sous-traitants. Normalement, ce serait l'entrepreneur général qui choisit. Nous, on ne fait pas ça comme ça parce qu'on va avoir un contrôle total et absolu sur le résultat. Donc, il faut prendre un rôle de leader. Il faut suivre le travail, organiser le travail, puis s'assurer qu'on a une communication constante, puis une collaboration constante entre les professionnels et les gens de construction pour éviter les allers-retours. On ne peut pas se permettre de travailler en silo comme dans les projets conventionnels. Là. Il faut aussi s'assurer que le client fasse partie intégrante de l'équipe. Il faut que nous, on l'intègre dans l'équipe pour s'assurer que le résultat va répondre à ses besoins. Mmh. En parlant avec Jérémy tout à l'heure, je disais qu'évidemment, la pandémie a un impact sur l'immobilier, mais elle a aussi un impact sur la construction. Donc, actuellement, à quoi ressemblent les délais de réalisation de travaux d'aménagement là, pour les laboratoires? Actuellement, là, si je pouvais lire l'avenir, je ne serais pas assis ici ce matin, là, je vous dirais. Les 2 ou 3 dernières années ont été assez catastrophiques d'un point de vue de construction. Je vous dirais, il y a 3 ans, j'aurais dit en 6-7 mois, on est capable de se revirer et faire un laboratoire. Maintenant, la surcharge de travail qui a été causée par la pandémie, elle nous a forcé à revoir notre façon de travailler. On était en mode réactif et proactif en même temps, là, mais donc, juste commander les équipements nécessaires pour un laboratoire, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant pour les recevoir. Donc, dans ce contexte-là, nous, on a dû s'adapter. L'environnement contractuel qui gère la construction n'est pas adapté pour ce genre de projet-là, pour être efficace rapidement. Donc, on a refait les types de contrats. Les contrats ne responsabilisent pas assez les sous-traitants et les fournisseurs pour ce qui est de la cédule. Pour maintenir nos échéanciers, là, on a mis en place une phase de pré-achat pour tous les équipements critiques. Quand on parle d'unités mécaniques, hottes, composantes de ventilation, plomberie, cheminée, les postes de distribution électrique, tout ce qui peut se retrouver sur le chemin critique, maintenant, on le fait en pré-achat. C'est-à-dire qu'on l'achète avant même souvent d'avoir embauché nos sous-traitants. Dès le début du projet, on identifie les choses qui sont sur le chemin critique, on les achète. Ça nous donne plusieurs avantages. On garde le contrôle sur la qualité des équipements qu'on achète. On choisit ce qu'on veut. On réduit le délai parce qu'on achète plus tôt. On n'attend pas trop tard pour acheter. On peut resserrer les clauses contractuelles. C'est-à-dire qu'on gère maintenant les contrats avec les fournisseurs puis on les responsabilise. Ça veut dire que le jour où le fournisseur nous annonce qu'il y a un retard, ben, ça va faire plus mal livrer en retard chez nous que chez le compétiteur. On économise parce que maintenant, on paye directement, donc on évite la marge qui était à l'entrepreneur général, au sous-traitant. Le plus grand avantage qu'on a trouvé, c'est que ça augmente notre masse critique. Donc,
on n'est plus vu comme un acheteur occasionnel, mais on est vu comme un client important. Puis ça nous donne le pouvoir de négociation important. Là. Quand il y a des perturbations dans le marché, les fournisseurs nous traitent comme un client important. Puis ça nous donne, ça c'est étonnant l'avantage que ça nous donne. On a aussi ajouté un volet de gestion du chemin critique en temps réel là, pour s'assurer qu'on n'était pas en retard. Là. Donc, aujourd'hui, si je signais un client aujourd'hui, je serais confiant de dire qu'on peut livrer dans 11-12 mois un laboratoire complet, ce qui est quand même phénoménal dans le contexte. Effectivement. Puis j'aime beaucoup votre idée de préachat là, pour s'assurer de vraiment avoir là, le matériel au bon moment. Bon, maintenant, on a parlé de combien de temps ça prenait. Est-ce qu'on peut parler de combien ça coûte actuellement pour l'aménagement de laboratoire? Oui, c'est un terrain glissant. Je n'aime pas trop jouer au casino personnellement, mais si je me fie à l'expérience des derniers, il y a eu une grosse inflation dans le marché. Là, on voit que ça ralentit. En sortant des sentiers battus, en adoptant notre façon de travailler, en faisant du préachat, on a réussi à respecter les budgets sur tous nos projets. Je dirais que ça n'a pas été facile. Là. C'est des nuits avec moins de sommeil. Là. Mais en ce moment, selon l'objectif du client, moi, je dirais qu'en ce moment, on est capable d'aménager un CRO, là, pour donner un exemple. Là. Ça varie entre 350 et 400 $ le pied carré. Là. Puis on parle d'aménagement seulement. Là. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais on demeure encore pas mal bon dans le marché nord-américain. Merci beaucoup, Dominique, pour vos éclaircissements. On va passer maintenant à Anthony Randisi, qui est le directeur régional Québec et représentant chez MottLab. Vous êtes chez MottLab depuis 22 ans et vous avez 24 ans d'expérience dans le domaine du mobilier destiné au laboratoire et de hôtes chimiques. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'abord nous parler des particularités des équipements et du mobilier spécialisé qui est dédié au laboratoire. Bon, l'environnement dans un laboratoire rend les meubles résidentiels ou les meubles de bureau inadéquats pour les installations de laboratoire. La plupart des laboratoires manipulent des produits chimiques, corrosifs ou inflammables très puissants. Donc, qu'il s'agisse du matériau, du meuble, de la quincaillerie ou de la finition de la peinture, le mobilier de laboratoire est conçu pour résister aux acides, bases et solvants. D'autres laboratoires nécessitent un environnement stérile. Par conséquent, le mobilier du laboratoire, qu'il soit en acier peint, en acier inoxydable ou en bois, doit être choisi en conséquence. Le plus important encore, les dessus-comptoirs ou les surfaces de travail sont également choisis en conséquence par ce qui se passe dans le laboratoire. Par exemple, des comptoirs en acier inoxydable peuvent être le meilleur choix pour certains labos, mais c'est la pire option pour d'autres types de laboratoires parce que l'acier inoxydable, un exemple, ça résiste à aucune résistance aux acides. Les matériaux des comptoirs sont très différents de ceux dans les maisons ou dans les bureaux. Quand j'ai commencé dans cette industrie, en tant que bon Italien, je me demandais pourquoi pas utiliser des comptoirs en granit ou en marbre. J'ai vite appris que la pierre naturelle est poreuse et que les produits chimiques attaqueraient la pierre et elle serait absorbée et les comptoirs seraient endommagés rapidement. C'est pourquoi les matériaux les plus populaires pour les comptoirs de laboratoire sont la résine époxy, du phénolique solide ou du plastique massif, si on veut, ou de l'acier inoxydable. La plupart des pour être différent que les meubles de résidentiels, la plupart des spécifications exigent que des meubles de laboratoire répondent aux normes de CEFA. CEFA, c'est Scientific Equipment and Furniture Association. La plupart des devis demandent que les manufacturiers soient conformes à ça. Et MottLab est un membre actif chez CEFA et la construction d'un meuble est conçue pour répondre ou même dépasser toutes les exigences de CEFA. Quelque chose d'autre qu'on retrouve qui est particulier dans les laboratoires, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est les hôtes chimiques. Vu qu'à cause des produits nocifs qu'on trouve dans les labos, les manipulations les plus toxiques dans un laboratoire se passent dans les hôtes chimiques. La hotte est conçue pour protéger l'utilisateur versus les hottes à flux laminaires qui sont conçus pour protéger le spécimen. Les hôtes chimiques sont conçus pour capter toute l'air, tous les produits nocifs, tous les vapeurs qui, à l'intérieur de la hotte chimique sont captés, évacués à l'extérieur, donc protégeant l'utilisateur de respirer ça. Même les finis des hottes chimiques sont conçus spécifiquement pour les besoins du laboratoire. Donc,
Ça peut être différentes finies intérieures ou extérieures des hôtes chimiques et les comptoirs. Donc, c'est très spécifique. Il vous reste seulement 1 ou 2 minutes, Anthony. Peut-être que vous avez la chance, vous, de voir ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est quoi les tendances actuelles en ce qui a trait au mobilier de laboratoire, par exemple, pour vos clients au Canada versus ceux des États-Unis? Bien, aux États-Unis, la vague du mobilier flexible a commencé il y a une dizaine d'années. Les armoires de laboratoire ont évolué rapidement au cours des dernières décennies, adaptant aux changements et qui se produisent dans les laboratoires modernes d'aujourd'hui. Les laboratoires utilisent beaucoup moins d'applications humides ou des wet bench, comme on dit en anglais, et utilisent davantage d'équipements informatisés. Les armoires de laboratoire sont également adaptées, s'éloignant du mobilier fixe traditionnel avec des étagères fixes pour réactifs au profit des systèmes adaptables et mobiles, basés sur des tables et des armoires mobiles. Avec plus d'équipements informatisés dans les laboratoires, il est nécessaire que les bancs supportent non seulement les charges du poids de cet équipement, mais qu'ils soient capables de prendre les charges, les exigences des ordinateurs, les données, l'électricité, plomberie requises pour ces équipements. Étant donné que la technologie est en constante évolution et mise à jour, le défi supplémentaire consiste à faire en sorte que les bancs de laboratoire soient capables de s'adapter et de suivre la technologie. Les systèmes de tables adaptables, comme vous voyez présentement à l'écran, ont été conçus pour faire exactement cela, permettant beaucoup de flexibilité. Ils dépendent moins de la structure du bâtiment et sont généralement pré-câblés et pré-tuyautés, qui nécessitent moins de connexions mécaniques lors de l'installation. Et plus encore, lors des travaux de rénovation qui sont nécessaires à raison de l'évolution de la technologie. Les systèmes de table sont toujours réglables en hauteur et ils ont la possibilité d'installer des armoires suspendues ou des meubles mobiles en dessous, comme vous voyez dans les photos, soit sur pied, qui peuvent être complètement mobiles ou sous des roulettes, qui fait les options les plus flexibles de l'industrie. Étant donné que les systèmes de table ont évolué par rapport aux meubles fixes traditionnels, ils peuvent également être utilisés en conjonction avec des meubles fixes qui sont encore nécessaires pour certaines applications comme des éviers ou des installations d'hôtes chimiques. Merci beaucoup, Anthony. On va s'arrêter là-dessus. Merci pour vos précieux conseils. On va passer maintenant à Stéphanie Doyle, qui travaille chez Montréal International comme directrice développement des affaires, sciences de la vie et technologies de la santé, investissement étranger. Vous avez 20 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie et vous possédez une connaissance approfondie de l'industrie des dispositifs médicaux. Vous êtes entre autres lauréate de plusieurs prix de vente, entrepreneurs et investisseurs. Bonjour. Bonjour Catherine, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci aussi à Harvey Corp. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais sortir un peu du détail du laboratoire, puis je vais parler un peu des sciences de la vie en général. Donc, puis je vais vous parler un peu de Montréal International. Donc, je vais avancer les petites diapos et voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est qui ça, Montréal International? Donc, on est l'agence de développement économique du Grand Montréal et puis on est financé, parce qu'on est un OBNL, on est financé par les paliers de gouvernement, donc le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Attendez, j'ai un problème avec mes diapos. Est-ce qu'on peut l'avancer de une? Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a évidemment la Ville de Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal qui nous supporte, mais on a 200 partenaires privés. J'en fais mention aujourd'hui parce que on a des partenaires justement spécialisés en immobilier qui nous supportent et on a vraiment besoin de eux pour outiller nos clients. Donc, il y en a plus de 200. Évidemment, il y a des courtiers en immobilier et tout, mais il y a aussi des banques et des comptables et tout. Voilà. Notre mandat Montréal International, prochaine diapo, s'il vous plaît, c'est d'attirer des investissements étrangers. Ce sont mes principales activités à temps plein. Et moi, c'est évidemment dans le secteur des sciences de la vie. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est quand on attire des gens qui louent des espaces de laboratoire, par exemple, ça prend du talent. Et du talent, il y en a à Montréal, mais parfois, il peut en manquer. Donc, on a le mandat d'aller chercher du talent à l'étranger. Et on a le mandat de retenir les étudiants étrangers qui sont dans Montréal pour leur trouver un emploi avant qu'ils quittent. Alors ça fait partie de notre mandat. Et on attire aussi des organisations internationales. Prochaine diapo. Alors, de quelle manière, justement, Montréal International supporte les entreprises dans le domaine des sciences de la vie?
Mais c'est ça, les sciences de la vie, c'est très, très particulier, c'est très niché. Donc, on fait un accompagnement comme on fait avec nos autres clients. On les aide avec leur plan d'affaires, on va leur donner des conseils sur les sources de financement. Mais spécifiquement, par exemple, je pense au cas de Moderna, ces projets-là vont nécessiter souvent un investissement du gouvernement. Donc, on est vraiment le pont entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui ont une cellule des sciences de la vie, et Investissement Québec International. Ce sont comme nos deux alliés quand on pense à des gros projets de sciences de la vie qui vont nécessiter des grands investissements justement en immobilier, en construction, en CAPEX. Puis aussi, on est la capitale nationale universitaire canadienne. Donc, ces entreprises-là, quand elles viennent ici, elles viennent pour notre talent, mais elles viennent pour nos chercheurs, nos établissements universitaires d'enseignement. Donc, on fait le pont aussi avec tous nos grands centres. Jeremy a mentionné le centre-ville avec le CUSUM et le CHUM. Donc, ça va être important pour nous de les mettre en relation avec ces chercheurs-là. C'est très important pour eux de les rencontrer et d'avoir des collaborations. Évidemment, on va les aider avec des comparaisons de coûts. Est-ce que c'est plus cher être à Montréal ou à Boston? Je pense qu'on a compris qu'on est très compétitif au niveau du marché du laboratoire, mais on le fait aussi pour les salaires et tout. Évidemment, et quand ils annoncent leur projet dans le Grand Montréal, bien, on essaie de faire beaucoup de bruit sur le sujet parce que c'est bon pour la visibilité à l'international. Prochaine diapo. Peut-être un petit mot juste pour vous dire sur le volet talent pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez un laboratoire, vous pensez en avoir un, vous cherchez du talent, on a maintenant, en date d'aujourd'hui, pas 55 000 candidats dans notre banque, mais 100 000 candidats à l'étranger qui veulent venir travailler à Montréal. On a aussi des missions de recrutement qui s'en viennent. Je vous invite à me contacter si ce sont des besoins. Et évidemment, on fait aussi les permis de travail. On en fait quelques-uns des fois gratuitement, mais sinon, on en fait aussi également à faible coût. Prochaine diapo. Merci. En tout cas, c'est le fun de voir qu'il y a cette banque-là. Tout le monde manque de main-d'œuvre, donc c'est fantastique de connaître cette ressource-là. Peut-être quels sont vos résultats et vos engagements par rapport au secteur des sciences de la vie? Donc, rapidement, ce sont les résultats de Montréal International. C'est juste pour vous montrer comment on est en grande croissance. L'année passée, c'était une année record. Près de 3,8 milliards de dollars d'attraction d'investissements étrangers pour le Grand Montréal, 100 projets, presque 12 000 emplois créés avec des salaires annuels très intéressants de 82 000. Et vous allez voir que ça se reflète également pour le secteur des sciences de la vie, puis c'est ça qui est intéressant. Prochaine diapo, et c'est ma dernière. Donc, 2019, on avait attiré pour 38 millions d'investissements étrangers. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, en 2022, il est inscrit 337, mais on est déjà à plus de 400 millions d'investissements étrangers attirés, et ça ne compte pas Moderna. Donc, il y a un engouement, il y a un désir. Montréal attire les gens de l'international. Là, on entendait rareté dans les laboratoires. Donc, évidemment, c'est important de travailler ces dossiers-là en amont avec des spécialistes comme il était sur l'appel aujourd'hui parce que la demande est en forte croissance. Et puis, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Vous êtes une excellente ambassadrice. En tout cas, si moi, je vous rencontrais dans un forum, j'aurais de la misère à dire que je n'irais pas à Montréal. Franchement, là, c'était très, très convaincant. Merci beaucoup. Alors, on va terminer notre présentation avec cette dernière segment avec Hugues Harvey. Donc, pour discuter des particularités des baux relatifs au laboratoire, on a parlé où on doit trouver notre laboratoire. Ensuite, qu'est-ce que ça coûte? Alors là, maintenant, parlons des baux. Un bail pour un espace locatif de laboratoire, évidemment, c'est plus complexe qu'un bail commercial. Peut-être nous expliquer les particularités puis les clauses spéciales. Écoutez, moi, je vais commencer avec peut-être deux visions, une vision assez simple de ça. C'est surtout le qui fait quoi puis le qui paye quoi. Tu sais, gardons ça assez simple. C'est sûr qu'on peut aller dans les autres complexités. C'est sûr qu'il y a une gestion des déchets, une gestion des acides. Il y a une complexité dans des espaces de laboratoire qu'on ne vit pas dans les autres espaces. Les questions relatives aux assurances, les questions relatives justement aux espaces partagés. Parfois, donc, il y a un espace, un quai de livraison qui peut être partagé entre plusieurs locataires. Les questions relatives aux génératrices, encore là, donc les clients ont des besoins particuliers quant au maintien de leurs activités, même en cas de coupure d'électricité.
Il y a des questions de sécurité relatives à ça, mais comme je le mentionnais, à la base, c'est qui fait quoi et qui paye quoi. Donc, nous, on fait généralement des espaces qui sont relativement clés en main. Donc, la plupart du temps, on va prendre en charge la gestion du projet de construction pour nos clients et on va offrir une allocation. Donc, ce qui se compare aux autres allocations que les propriétaires immobiliers donnent, mais qui sont des montants là, substantiellement plus élevés compte tenu de la complexité des projets. Mais souvent, ces allocations-là ne couvrent pas 100% du coût de projet, donc les locataires vont devoir contribuer. Il y a toute une mécanique pour le paiement qui est mis en place et il y a aussi une mécanique qui est mise en place pour le suivi du projet de construction, donc des requis du projet de construction, des livrables, et tout ça est encadré à l'intérieur des baux, donc c'est relativement plus complexe, mais qui a la responsabilité de quoi, qui va s'en occuper chez le propriétaire, qui va s'en occuper chez le client. Écoutez, il n'y a pas de secret là-dedans. La planification permet d'éviter les problèmes, permet d'éviter les conflits. Donc, le maximum de clarté qui est donné en amont dans la négociation du bail, dans les documents. Donc, comme Dominique le mentionnait tantôt, c'est des projets qui sont assez longs à faire. Les clients ont des attentes de pouvoir rentrer rapidement dans leurs espaces pour pouvoir offrir, vendre le service de leur côté. Donc, il faut comprendre que le client a aussi sa part à jouer. Le client doit répondre à nos questions dans un délai plus rapide. Puis, si le client ne le fait pas à l'intérieur d'un certain délai, bien, ça va avoir un impact sur les dates de livraison. C'est toutes des choses qu'on détermine puis qu'on met par écrit, comme on dit, pour éviter les mauvaises surprises puis éviter les problèmes qui pourraient apparaître par manque de clarté. Puis, juste un point, c'est comme on sait, nos clients souvent sont des entreprises qui vont faire 1 ou 2 projets de construction dans leur vie. Donc, leur spécialité, c'est d'offrir un service à leurs clients et ce n'est pas nécessairement la construction. Leurs employés sont plus efficaces à gérer leur propre business qu'à gérer un projet de construction et plus payant pour l'entreprise. Donc, nous, c'est d'amener la paix d'esprit à ce niveau-là. Et la meilleure façon de le faire, comme on dit, c'est d'avoir un bail qui est clair là, sur tous les aspects et toutes les responsabilités de tous et chacun. Merci. Puis, quelle est la durée d'un bail pour les espaces de laboratoire? Est-ce que c'est la même chose qu'un bail commercial? Écoutez, dans les laboratoires, généralement, on va voir plus des baux d'une durée de 10 à 15 ans. Un pour l'amortissement des améliorations locatives. Donc, c'est des travaux, comme disait Dominique tantôt, qui sont plusieurs centaines de dollars le pied carré. Oui. Extrêmement coûteux. Donc, généralement, des baux d'au moins 10 à 15 ans, rarement des baux de moins que ça. Fait que je vous dirais que c'est plus la norme, là. Et aussi, les clients veulent s'assurer d'une stabilité dans leurs opérations. Merci beaucoup, Hugues, pour ces précisions. Alors, je remercie évidemment nos panélistes pour les informations qu'ils nous ont fournies. Il nous reste là, quelques minutes pour la période de questions. On en a déjà reçu, mais ne vous gênez pas donc pour le faire via le chat. Je pourrai donc les lire et les adresser à la personne à qui justement vous voulez poser la question. On y va d'abord avec une question de François Brousseau. Elle s'adresse à Hugues. Il n'est toujours pas possible ou souhaitable de se situer dans un parc spécial. Non. Il n'est pas toujours possible, ou souhaitable de se situer dans un parc spécialisé ou de convertir un immeuble industriel. Peux-tu nous parler de la conversion d'édifices à bureaux? Effectivement, on n'a pas adressé peut-être cette possibilité-là. Écoutez, la conversion d'édifices à bureaux, souvent, il y a une question de prorata que Dominique, tantôt, discutait, c'est que selon les entreprises, il y en a qui vont avoir besoin d'exemples 50, 60 ou 70 d'espaces très spécialisés, d'espaces de laboratoire dans leurs édifices. Et il y en a d'autres que ça peut ressembler à 20 donc que la majorité de leur personnel va être du personnel administratif de vente, mais ils ont quand même des opérations de recherche qui vont se faire à un certain niveau dans leur siège social, par exemple. Ça apporte un défi supplémentaire parce que les édifices qui sont situés, généralement pour ça, dans des milieux très, très denses, plus centre-ville, il y a une complexité. Donc, tantôt, quand on mentionnait c'est quoi l'idéal en termes d'édifices, en termes de configuration d'édifices pour faire un laboratoire un peu coûteux, c'est des choses qu'on ne retrouve pas au centre-ville. Il y a beaucoup de projets qui sont discutés au centre-ville et qui se butaient à ces contraintes-là. Donc, des hauteurs de plafond qui ne sont pas adéquates, en plus de la présence autour là, généralement des édifices à bureaux, de résidences, de condos. D'autres édifices à bureaux. Donc, il faut comprendre que les équipements aussi qu'on met sont bruyants. Donc, équipements au toit bruyants, génératrices bruyantes, circulation
de véhicules lourds pour la livraison de produits chimiques et de matières premières, aussi évacuation des déchets. Donc, c'est extrêmement plus complexe. Écoutez, il n'y a pas de miracle là-dedans, il n'y a pas de solution miracle. Généralement, à partir pour ces solutions-là, pour ces projets-là, on va déterminer quelle est la localisation adéquate du client. Donc, où est-ce que le client désire être en milieu plus urbain? Et on va tout simplement trouver une façon la plus créative de faire les laboratoires au coût le moins élevé possible. Mais c'est sûr que c'est les projets qui sont les plus dispendieux. Mais généralement, les clients, s'ils veulent s'en aller dans des zones plus denses ou plus à bureau, comprennent cette réalité-là et sont prêts à payer plus cher. Mais là-dessus, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ces espaces-là sont plus dispendieux, là. Je comprends. Dominique, peut-être que j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, là, comme c'est un peu votre spécialité. C'est quoi la superficie, donc le ratio qui est nécessaire là, pour les laboratoires versus les espaces de bureau? Hugues nous disait que ça pouvait varier. Avez-vous une opinion là-dessus? Oui, ça dépend beaucoup des besoins des clients. Moi, ce que je remarque là, dans ma pratique, là, c'est entre 30 et 40 d'espaces connexes. Espaces connexes, moi, j'appelle ça bureau, cafétéria, salle à manger. Il y en a qui vont aller plus, il y en a qui vont aller moins, mais mettons 40 ce sera un bon chiffre là, pour les espaces bureaux et connexes. Pour le garder en tête. Parfait. On a eu un commentaire de Marc Labelle qui écrit de Nuche M Science qui dit « Un autre avantage à recycler un édifice industriel désaffecté en un laboratoire de recherche, nous préservons l'environnement pour les générations futures. C'est mieux de construire un tout nouvel édifice pour les labos. » Alors ça, c'était son commentaire de la part de Marc Labelle. Il nous reste encore quelques minutes pour des questions. Vous avez le temps de les écrire dans le clavardage. Jérémy, peut-être que je vous interpellerai pour savoir qu'est-ce que vous pensez du taux de location? Est-ce que vous pensez que ça va durer le même pour un moment? Est-ce que ça va augmenter? Premièrement, c'est difficile à dire. Si on compare, premièrement, mettons, Toronto versus Montréal, on voit des taux de location à Toronto entre 95 et 130 $ le pied carré par année. À Boston, on regarde entre, mettons, 120 et 165 $ le pied carré par année. À Montréal, ça tourne autour de 40 à 60 $. C'est difficile à dire. Si on anticipe que les coûts de construction vont baisser un petit peu, ça va peut-être aider parce que veut pas, une portion des améliorations locatives sont amortisées dans le taux de location qu'on voit. Mais mon gut feeling, c'est que si on va voir du développement au centre-ville, les taux vont augmenter parce que les taxes sont plus chères. Il y a plusieurs raisons pour ça. Fait que je pense qu'on va maintenir les taux de location, puis ils sont en train de monter depuis un gros 6 à 12 mois. Ça dépend du secteur de la ville, dans le fond. Oui. Ça va avec le reste, en fait, de l'immobilier. Merci beaucoup. Alors, je vais vérifier une dernière fois si on n'a pas eu de questions. Je pense que non. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Si jamais il y a des questions que vous voulez quand même poser à nos conférenciers, vous pouvez contacter Geneviève Tremblay de Harvey Corp. Elle pourra vous remettre en contact avec eux. Vous allez pouvoir voir ses coordonnées à Geneviève dans quelques instants à l'écran. Sinon, si vous avez envie de revoir ce webinaire, il sera disponible sur le site Internet sous peu de harveycorp.ca. On espère que ce webinaire vous a éclairé sur les différentes étapes et les points importants à considérer dans l'aménagement d'espaces de laboratoire. Et écoutez, on va terminer avec une bonne nouvelle. Harvey Corp est en processus d'acquisition d'immeubles qui totalisent 400 000 pieds carrés dans le Grand Montréal. Les espaces locatifs seront dédiés aux entreprises évoluant dans les sciences de la vie et technologies de la santé. Donc, suivez le site Internet et la page LinkedIn de l'entreprise là, pour plus de détails qu'on serait capable de vous donner à partir du mois de décembre. Alors, je remercie encore une fois tous nos participants. Je vous remercie, vous, d'avoir été présents pour ce webinaire. Mon nom est Catherine Rollet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.